Bienvenue sur Cardio Online pour ce troisième module d'une série de trois programmes courts que nous avons intitulé Des recommandations 2023 de la Société européenne d'hypertension artérielle aux pratiques cardiologiques françaises. Je suis le professeur Atou Patak, cardiologue qui dirige le service de cardiologie à l'hôpital Princesse Grace de Monaco. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagné ce soir par le professeur Michel Azizi, qui est le chef de service du département d'hypertension artérielle à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Bonsoir Michel. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour ce troisième programme où nous allons essayer d'aborder deux thématiques spécifiques de ces nouvelles recommandations. L'une qui concerne finalement le cadre et les stratégies thérapeutiques à appliquer pour prendre en charge nos patients hypertendus. Et puis un deuxième temps dans lequel nous allons essayer d'aborder certaines situations cliniques particulières que le cardiologue rencontre fréquemment et voir en quoi la prise en charge va être différente dans ces situations-là. Alors, Michel, finalement, quels sont les messages clés de ces recommandations pour la prise en charge de l'hypertension artérielle essentielle? Je commencerai comme message clé par un, simplification des traitements, 2, lutte contre l'inertie médicale, 3, amélioration de l'observance et atteinte des objectifs tensionnels en l'espace de 3 mois, ce qui nous change nos habitudes et nos pratiques. Il faut aller assez vite au contrôle tensionnel. Alors, comment se donner les moyens d'arriver à ce contrôle tensionnel assez rapidement? Je rappelle systématiquement l'importance des règles hygiéno-diététiques, la réduction des apports sodés, la réduction pondérale, la réduction de la consommation d'alcool en excès. Je passe l'arrêt du tabac définitive et donc l'augmentation aussi de l'activité physique. Donc ce bloc aussi est un élément important de la prise en charge. Pour ce qui est des traitements antihypertenseurs, les recommandations pour cette simplification demandent de démarrer le traitement par une bithérapie d'emblée et d'aller assez rapidement finalement à la trithérapie. On doit vérifier la pression artérielle et la réponse à cette bithérapie d'emblée au bout de 4 semaines et puis adapter les doses et les traitements et d'arriver aux doses maximales tolérées pour la trithérapie et afin d'obtenir le contrôle tensionnel. Dans certains cas de figure, on introduira qu'une monothérapie. Les patients qui ont un très faible risque cardiovasculaire, avec un niveau de pression artérielle de grade 1 et donc pas très hypertendu, les personnes âgées et fragiles, on ne démarrera qu'avec une monothérapie. Et dans ces cas-là, toutes les monothérapies classiques se valent. Michel, une précision concernant les bithérapies que l'on peut utiliser selon ces recommandations dans la prise en charge de nos hypertendus. Avec quelles molécules et quelles molécules doit-on associer dans cette situation? Dans la situation classique, c'est un bloqueur du système rénine-angiotensine, inhibiteur de l'enzyme de conversion ou antagoniste de l'angiotensine 2, associé à un antagoniste calcique, habituellement une dihydropyridine à longue demi-vie, un inhibiteur du système rénine-angiotensine associé à un diurétique thiazidique. Donc voici la bithérapie et ensuite lorsqu'on passe à l'électrothérapie, on va combiner ces trois petites classes médicamenteuses, bloqueur du système rénine-angiotensine, inhibiteur calcique et diurétique thiazidique ou apparenté. À Toul, il y a un élément nouveau par rapport aux recommandations de 2018, c'est la réhabilitation des bêta-bloquants. Alors, quelle place pour les bêta-bloquants, en particulier pour les cardiologues? Trois remarques. La première, c'est que, bien entendu, les bêta-bloquants ont leur place dans les situations où les hypertendus ont des indications électives d'utilisation des bêta-bloquants. J'entends par là l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, le coronarien, qui peut avoir besoin d'un bradycardisant, ça peut être un bêta-bloquant ou un inhibiteur calcique à tropisme cardiaque, ou le patient qui est en arythmie, par exemple, en fibrillation auriculaire. Mais
mettons ceci de côté. Deuxième situation, pourquoi parler des bêta-bloquants? Parce qu'en fait, et vous l'avez compris, l'hypertension, c'est une affection très prévalente et nos hypertendus peuvent avoir d'autres maladies ou des gens qui ont d'autres maladies peuvent être hypertendus. Et ces maladies où les gens peuvent être hypertendus ou ces situations où les gens peuvent être hypertendus sont des situations où on a envie de donner des bêta-bloquants. Pêle-mêle, je pense à la migraine, à l'hyperthyroïdie, au syndrome de stress post-traumatique. Et à chaque fois, quand vous vous intéressez à cette population-là, eh bien, vous retrouvez la même prévalence d'hypertendus que dans la population générale. Donc, l'idée de ces recommandations, c'est le deuxième point, c'est de se dire, dans les situations cliniques où on aurait de toute façon mis un bêta-bloquant, eh bien, il y a des hypertendus, et ces hypertendus qui ont d'autres situations cliniques sont redevables d'un traitement par bêta-bloquant. Pour les bêta-bloquants, juste un petit mot à Toul. Est-ce que tu peux préciser en fait quel type de bêta-bloquant aujourd'hui plutôt favorisé en 2023? Tout à fait. C'est d'ailleurs le troisième point, c'est finalement de faire l'état des lieux de l'hétérogénéité de cette classe de médicaments, en sachant finalement que ce sont ces bêta-bloquants plutôt cardiosélectifs, ce qu'on a par exemple l'habitude d'utiliser dans l'insuffisance cardiaque, comme le bisoprolol ou le nebivolol, ou des bêta-bloquants qui ont des propriétés alternes, parce qu'ils sont alpha-bêta-bloquants, par exemple pour l'hypertension artérielle de la femme enceinte, le labétalol, ou le carvedilol, qui est également alpha-bêta-bloquant, ou qui ont des propriétés collatérales, je pense par exemple au nebivolol et son effet sur la production et la synthèse de NO. Donc ce sont plutôt des bêta-bloquants un petit peu particuliers que l'on va utiliser dans l'hypertension artérielle et non pas l'utilisation un peu archaïque de l'athénolol qui non seulement a des effets physiopathologiques délétères, mais a toujours perdu le match lorsqu'il a été comparé à des antihypertenseurs modernes. Alors, à mon tour, Michel, peut-être de réfléchir à une situation particulière que sont les hypertendus qui ont une maladie rénale chronique. Ceci pose souvent un problème aux cardiologues qui sont embêtés par cette clairance de la créatinine qui est modulée par le blocage du système rénine, ne plus savoir quel type de diurétique utiliser, jusqu'à quand traiter, qui traiter. Est-ce que tu peux un peu éclairer la communauté des cardiologues sur cette situation particulière? Effectivement, la maladie rénale chronique, comme on va le voir ici comme conséquence de l'hypertension artérielle, en particulier si elle est associée au diabète, juste se rappeler que la première cause d'entrée en hémodialyse, ce sont ces deux maladies, hypertension artérielle et diabète. Bien garder ça en mémoire et que le traitement antihypertenseur, je mets à part aussi le traitement du diabète, sont des éléments préventifs de l'aggravation de la fonction rénale et retardent l'entrée en hémodialyse. Donc, non seulement un bénéfice cardiovasculaire, mais un bénéfice rénal prouvé. Donc, effectivement, ce qui est rappelé, c'est la complexité de la prise en charge de ces patients à partir du moment où on va avoir progressivement une réduction néphronique, cette réduction néphronique s'accompagnant d'une rétention hydrosodée qui va être de plus en plus marquée, avec bien sûr aussi l'autre problème qui va être la tendance à avoir une hyperkaliémie qui peut gêner l'utilisation de certaines classes médicamenteuses. Donc, bien garder en mémoire la rétention hydrosodée, ce qui veut dire, par définition, qu'un patient qui a une réduction du débit de filtration glomérulaire ne pourra pas voir son hypertension artérielle contrôlée sans un traitement diurétique suffisant. Alors, en fonction du niveau de débit de filtration glomérulaire, qui va être estimé par les formules de CKD-EPI de façon préférentielle, qui est donnée aujourd'hui par les laboratoires de biologie, hein, on va avoir le débit de filtration glomérulaire, on va adapter la stratégie. Si le débit de filtration glomérulaire est au-dessus, on va commencer par le cas au-dessus de 30 minutes par minute, eh bien, on peut encore jouer sur les diurétiques thiazidiques et donc parfois les combiner avec une petite dose de diurétique de l'ANS, mais ça reste encore la partie des diurétiques thiazidiques. C'est pas qu'ils sont contre-indiqués, c'est que il va y avoir une diminution de leur efficacité parce que pour pouvoir fonctionner, il faut qu'ils soient filtrés au niveau des glomérules pour agir au niveau intratubulaire. Donc c'est la raison pour laquelle il y a un moment donné, avec un débit de filtration glomérulaire trop faible, ils perdent de leur efficacité. Donc, on a toujours le bloqueur du système rénine-angiotensine qui est indispensable, ce d'autant qu'il y a une protéinurie macro ou une microalbuminurie associée.
l'insuffisance rénale est aussi une catégorie de patients dans laquelle la résistance tensionnelle est très fréquente. Donc, il faut des plurithérapies antihypertensives qui vont être voire quadrithérapies antihypertensives. Tant que le débit de filtration glomérulaire va être au-dessus de 45 minutes par minute, on peut introduire un antagoniste minéralocorticoïde et en premier lieu desquels la spironolactone à la dose de 12,5 à 25 mg en faisant bien sûr attention à la kaliémie. On ne peut introduire un antagoniste minéralocorticoïde que si la kaliémie de base est inférieure à 4,5 millimoles par litre. Pardon, excusez-moi. Donc, voilà, lorsqu'on a un débit de filtration glomérulaire au-dessus de entre 30 et 45 millilitres par minute, en particulier si on veut ajouter un antagoniste minéralocorticoïde. En dessous de 30 millilitres par minute, c'est plus rare que ce soit le cardiologue qui s'occupe du patient, il faut qu'il soit dans une filière néphrologique, c'est absolument indispensable. Et là, le diurétique thiazidique ne sera pas suffisant. Il faudra passer au diurétique de Lens, qui ne doit pas être utilisé comme antihypertenseur dans les autres cas. D'abord, il ne fait que gêner la vie quotidienne du patient hypertendu à cause de la polyurie qu'il va induire. Et donc, on ne le conserve que pour les formes d'insuffisance rénale évoluée. Il peut être combiné à un diurétique thiazidique. Alors, on n'a plus la chlortalidone en France, en tout cas seul en monothérapie, éventuellement avec de l'indapamide. Là, on arrive dans la zone où la spironolactone ne peut plus être utilisée. Alors, on a maintenant des évidences sur un autre antagoniste minéralocorticoïde qui est la finerenone, qui peut être utilisé en particulier chez les patients qui vont avoir aussi un diabète de type 2 associé avec cette insuffisance rénale et si le DFG est supérieur à 25 ml par minute et si la kaliémie n'est pas déjà un peu trop élevée. Parce qu'il va y avoir un effet néphroprotecteur. La baisse de pression artérielle par la finerenone n'est pas si importante que ça. Enfin, c'est le cas général de l'insuffisance rénale. Aujourd'hui, les inhibiteurs de SGLT2 sont indispensables à introduire. Ils peuvent en plus faciliter la vie de tous les jours parce qu'ils vont avoir tendance à neutraliser un peu l'hyperkaliémie induite par les antagonistes minéralocorticoïdes. Alors, là, c'est une situation complexe. Il y a une autre situation complexe à Toul, qui est l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Est-ce qu'il y a une évolution dans les recommandations? Très important, finalement, en quelques mots, d'abord rappeler à nos confrères que l'hypertension artérielle, c'est la première cause d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et dans les essais, 80 à 85% des sujets qui sont inclus dans ces essais cliniques sont des hypertendus. Deuxièmement, les hypertendus avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée seront traités comme tous les hypertendus lambda, c'est-à-dire selon le socle qui a été rappelé au début de ce module, bloqueur du SRA, inhibiteur calcique, diurétique, thiazidique, avec deux petites particularités. D'une part, la gestion des symptômes congestifs, qui peut parfois nécessiter le recours à des diurétiques de Lens, un peu finalement le jeu que l'on vient de découvrir dans la maladie rénale chronique, et comme traitement de fond, le recours aux inhibiteurs du SGLT2 qui ont complètement révolutionné le pronostic de ces patients insuffisants cardiaques à fraction d'éjection préservée, pas tant chez ces patients parce que ces médicaments ont un effet presseur, certes ils réduisent la pression artérielle de quelques millimètres, mais vraiment parce qu'ils réduisent la morbimortalité liée à cette maladie. Alors Michel, je vais peut-être en synthèse pour nos collègues cardiologues faire le point sur quelques messages à retenir. Premièrement, excusez l'ambicisme, mais pour prendre en charge le patient hypertendu, de sooner, de better, de faster, de lowest. Finalement, la bonne stratégie le plus rapidement possible, idéalement une combinaison associant deux médicaments pour arriver très vite à l'objectif tensionnel sur un socle à base d'un bloqueur du système rénine avec un inhibiteur calcique ou un diurétique thiazidique, très vite la montée en puissance vers la trithérapie avec des chiffres qui avaient été présentés, 60% de patients contrôlés avec une bithérapie, 90% contrôlés avec une trithérapie. Deuxièmement, l'arrivée et la possibilité d'utiliser dans cette situation les bêta-bloquants dans des indications électives ou non électives, c'est finalement la confirmation du bon sens clinique avec des médicaments qui ont des effets bénéfiques au-delà de leur effet presseur.
Troisièmement, des situations particulières un peu complexes, la maladie rénale chronique, comme cela a été rappelé avec la stratégie, on va dire, à double entrée selon le niveau de la fonction rénale, avec la gestion de la combinaison des diurétiques et le management par l'utilisation des traitements de fond et l'arrivée de plein pied des deux classes que sont les inhibiteurs de SGLT2 et la finérénone. Et enfin, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, finalement, la trithérapie classique, là aussi avec l'avènement de cette nouvelle classe que sont les inhibiteurs de SGLT2 et la prise en compte des signes congestifs par la modulation avec des diurétiques. J'espère sincèrement que ce rapide échange entre nous vous aura été utile pour votre pratique clinique quotidienne. Vous pouvez bien sûr retrouver les 2 premiers épisodes de cette série de 3 sur Cardio Online. Encore merci Michel pour l'éclairage et merci à nos auditeurs pour votre attention.